Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Connaissez-vous Narcisse, ce jeune homme qui tombe éperdument amoureux de son image, reflétée dans l'eau dans laquelle il se contemple? À cet amour, il ne survivra pas. Perdu dans le bleu de ses yeux, dans la blancheur de sa peau qui bientôt deviendra pétale, le corps de Narcisse dépérit. Mais où est le mal? Narcisse est-il coupable de trop s'aimer ou de confondre l'image et la réalité? Voici l'histoire de Narcisse, ou plutôt le mythe de Narcisse. Mais au fait, quelle différence entre l'histoire et le mythe? Je veux dire qu'un mythe, c'est une histoire qui prétend rendre compte à la fois du passé et du présent, et qui prétend les expliquer non pas dans un seul registre, non pas dans un seul domaine, mais dans tous les registres simultanément. Autrement dit, le propre d'une explication mythique, c'est d'essayer de donner une explication totale, globale, qui vaille dans tous les domaines simultanément. Bonjour Jacqueline Fabre-Séris. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la Merci. philosophie. Vous êtes spécialiste de littérature romaine, antique, mythographe, de la mythographie, spécialiste de gender studies, ça fait beaucoup de spécialisations. Et elles vont toutes être convoquées pour parler de Narcisse, c'est dire la richesse de ce mythe. Est-ce que vous souscrivez à la définition que Claude Lévi-Strauss propose du mythe, comme explication globale et totale? Plus ou moins, parce que dans la réception de la mythologie grecque à Rome, on n'est pas tout à fait dans la même perspective. En particulier, la perspective rituelle n'existe plus. Et on est, chez Ovide en particulier, plus dans une interrogation d'ordre psychologique. Donc, c'est pas une explication globale qui convoque tous les domaines, même si elle convoque, par exemple, la question de la moralité. De la sexualité. Mais ce n'est pas absolument tous les domaines, en particulier dans le cas de Narcisse, ça ne peut pas être l'ordre du monde, l'organisation la théorie sur la physique, etc. Donc on est quand même dans la réception que font les Romains, il y a une adaptation, et une adaptation à leur actualité, et du coup, on n'est pas tout à fait dans la même perspective. Mais on peut parler d'un mythe à propos de Narcisse? On peut parler d'un mythe à propos de Narcisse, oui. Si on entend par mythe le fait qu'on a des histoires qui nous sont transmises par des textes et par des images. Et cela n'existe que dans la configuration qui est donnée dans les récits ou dans les images. On n'a pas de mythe qui existe en soi. Ce n'est pas une entité, le mythe. Mais Lévi-Strauss n'a pas cette interprétation non plus, je pense. Donc, quand on parle de Narcisse aujourd'hui, on pense beaucoup à Ovide, et il va en être question évidemment aujourd'hui, le récit qu'il en propose dans les Métamorphoses. Or, en réalité, l'histoire ou le mythe de Narcisse trouve son origine bien avant Ovide. Alors, on a peu de témoignages sur le mythe de Narcisse. Or, Ovide, on n'en a que deux textes. D'auteurs qu'on appelle, nous, a posteriori des mythographes. Un qui est contemporain d'Ovide, qui s'appelle Conon, et l'autre qui est postérieur, qui s'appelle Pausanias. Et on a une allusion à Ovide dans le fragment d'un papyrus qu'on a trouvé récemment, où l'histoire est racontée en 3 mots. Enfin, Ovide se regarde d'un jeune homme qui se regarde dans l'eau, tombe amoureux de lui-même et meurt. Voilà. On n'a rien d'autre. Mais c'est pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chez les mythographes et chez Ovide, il n'y a pas tout à fait la même perspective. Un mythographe, c'est celui qui invente un mythe? Non, alors l'écrit dans la réception et la transmission des mythes qui s'opèrent dans l'Antiquité, il y a 3 types de transmetteurs: les poètes, les philosophes et les historiens. Enfin, un 4e qui est les artistes. Et puis cette catégorie pour laquelle il n'y a pas de nom, ils s'appellent eux-mêmes mythographoi, mythopoioi. Enfin bon, mais c'est une catégorie inventée au XVe siècle, le nom en tout cas. Et ce sont des gens qui répertorient les mythes, qui les classifient, qui essaient de les comprendre et de les interpréter. Donc ils ont des grilles. Et la grille de Conon, c'est pas celle de Pausanias, par exemple. Donc je peux développer si ça vous, alors dites-nous qui est Conon. Donc là on est au 1er siècle avant Jésus-Christ. Voilà, Conon est un 1er siècle avant Jésus-Christ. Il raconte l'histoire de Narcisse et il a fait entrer dans la catégorie des histoires, des mythes sur les insensibles.
Donc, Les insensibles. Les insensibles, ce sont les jeunes gens, garçons et filles, qui sont insensibles à l'amour et au désir de l'autre, alors que leur âge et leur beauté devraient les y inviter. Ils résistent donc en général assez brutalement et ils se trouvent punis par les divinités de l'amour parce qu'ils auraient dû répondre au désir de l'autre. Donc c'est une catégorie, Ah, les c'est une insensibles. catégorie. Alors ils sont punis en général par des amours interdits, donc zoophilie ou inceste, typiquement. Et dans le cas de Narcisse, c'est un peu spécial parce que Conon justement explique que donc il repousse tous ses amoureux. L'un d'entre eux est assez acharné. Donc Narcisse lui offre une épée, ce qui est une invitation évidemment à se tuer. Ce que fait l'autre, non sans avoir invoqué à Eros, qui se venge en inspirant à Narcisse un amour interdit pour lui-même, donc impossible. Donc, et attendez. du coup, Narcisse se tue. Voilà, donc le jeune homme, celui qui est amoureux de Narcisse, s'appelle Aménas. Aïménas, je crois. voilà. Aïménas. Aïménas. Donc, Et donc il est fou amoureux de Narcisse, celui-ci refuse son amour, Mhm. lui offre une épée. Aménas se Par tue. amour, Aménas se tue. Oui. Et donc, c'est le dieu de l'amour, Eros, qui va se venger contre Voilà, Narcisse contre parce Narcisse. que celui-ci a refusé de Voilà. chanter ses louanges, en fait. Oui, il a refusé surtout de répondre à l'amour de l'autre, et puis il l'a incité à mourir. Donc il lui inspire un amour dont il reconnaît que c'est un amour impossible à satisfaire, de même que l'amour d'Aménas pour lui, puisqu'il se refusait à lui. Mhm. Et donc du coup, il est conduit à mourir, puisqu'il ne peut pas satisfaire cet amour. Parce que c'est la question qui se pose à chaque Mhm. récit du mythe de Narcisse, c'est pourquoi celui-ci meurt-il d'amour ? Pourquoi celui-ci, selon les versions, soit qu'il refuse son amour à quelqu'un, soit qu'il s'aime éperdument mais ne peut faire un avec lui-même, pourquoi meurt-il comme s'il y avait une condamnation morale qui devait tomber sur lui ? Or, selon les auteurs qui Oui. racontent cette histoire, les raisons de cette mort sont différentes. Donc vous nous dites là, le Alors, premier dont nous parlons, Conon, qui est le premier même Mhm. historiquement, pour lui c'est une punition du dieu Eros. c'est une punition du dieu Eros. Alors, on parlera peut-être Pausanias après. Chez Ovide, c'est une impossibilité de réaliser un désir physique. Ces âmes-là, parce qu'il ne peut pas faire l'amour avec lui-même. Mais ça n'a jamais tué personne. Ah ben, ça le conduit à dépérir et ensuite à mourir d'amour. De même qu'Écho, parce qu'elle ne peut pas satisfaire son désir avec lui, dépérit, perd son corps, on en reparlera tout à l'heure, devient une voix, et donc on a le même... Le corps qui ne peut pas être satisfait dépérit jusqu'à disparaître. Dans le cas d'Écho, il ne reste que la voix, ou vraiment avec une mort à la fin. Parce qu'il dépérit, parce qu'il ne mange pas, il boit pas, il passe son temps à se regarder. Donc à la fin, il meurt. Donc ça, c'est pour Ovide. Ça, c'est pour On y viendra Ovide. peut-être après. On reviendra. Conon, Pausanias, vous Alors, disiez. Qu'est-ce qu'on Pausanias, trouve chez- Donc là, on est le 2e siècle voilà, après Jésus-Christ. 2e siècle après Jésus-Christ. Donc, lui, il s'interroge sur la vraisemblance de cette histoire. Et donc, il trouve qu'elle n'est pas vraisemblable. Pour lui, il trouve idiot de raconter que un garçon, un adolescent, pourrait se regarder dans une source et ne pas se reconnaître, parce que d'après lui, il s'est déjà vu plusieurs fois. Donc lui, il ne croit pas à la vraisemblance donc de lui, l'histoire. il critique cette première histoire comme invraisemblable, et il en propose une autre qui est assez semblable finalement, mais qui est plus vraisemblable. Donc, Narcisse a une sœur jumelle, donc même âge, même beauté, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ils partagent les mêmes goûts, elle s'habille en homme, elle va à la chasse, elle meurt. Et quand elle meurt, il est désespéré et il se regarde consciemment en sachant que c'est son visage qu'il voit dans l'eau pour y revoir les traits de sa sœur. Mhm. Et donc là, on a un amour impossible aussi, évidemment, au départ, l'inceste, parce que c'est un amour incestueux. Et ensuite, il meurt de la même manière parce que maintenant c'est terminé, il ne peut plus voir que son image à lui et il ne peut pas aller plus loin. Mais donc là, on a une rationalisation avec une histoire qui est une sorte d'identité et d'accomplissement impossible du désir à cause de la mort, plus qu'à cause du rapport fraternel. Ce qui change complètement le mythe. Ah, ça change complètement. Parce ça, que cette fois-ci, il s'agit de quelqu'un d'autre. Narcisse n'est pas amoureux de lui-même, mais de sa sœur jumelle. Il est amoureux de sa sœur jumelle et donc il se regarde dans la source, sachant que c'est lui qu'il voit et pas sa sœur. Mais comme ils ont les mêmes traits, il satisfait son désir
de la sœur disparue en se voyant lui-même et voilà, parce qu'elle lui ressemblait énormément. Donc on a vraiment une perspective tout à fait différente. Les mythographes, quand ils rationalisent le mythe de cette façon-là, en général, ils altèrent profondément le sens originel de l'histoire. Tout le temps. Enfin, ils font tout le temps ce genre de choses. Donc, Comme s'il y avait une insolence inacceptable dans l'idée que Narcisse puisse mourir d'amour pour lui-même, qu'il faille introduire de l'altérité, voilà. parce qu'au fond, c'est ça le problème. Absolument. Est-ce que le mythe de Narcisse met-il en scène un amour pour soi ou pour un autre impossible? Donc, oui. Il y a un raccourci assez brillant d'Ovide, d'ailleurs, dans les Fastes. Il dit que Narcisse meurt parce qu'il est alter et non alter. Il est l'un autre et pas un autre. Donc, c'est dans cette difficulté d'être un autre et de ne pas être un autre que se trouve malheureusement le destin malheureux d'Édipe. De Narcisse. Très bon lapsus, on y viendra plus tard. Effectivement. Alors, avant qu'on entende un extrait des Métamorphoses d'Ovide, et on va y passer beaucoup de temps ensemble, puisque c'est vraiment Ovide qui donne ses lettres de noblesse à Narcisse, c'est lui qu'on lit encore aujourd'hui, c'est lui qu'ont lu sans doute Freud et d'autres personnes qui ont remis au goût du jour le narcissisme. Pour vous, la postérité de ce mythe de Narcisse, le fait que cela nous parle autant aujourd'hui, en quelques mots, est-ce parce que c'est symptomatique d'une époque? Est-ce parce que c'est un trait de caractère qui, en fait, s'est transmis de génération et de siècle en siècle, ce trouble quant à l'intérêt, voire l'amour, dans le cas de Narcisse, que nous pouvons nous porter à nous-mêmes? Il me semble, c'est parce que... Donc, Ovide est quelqu'un qui réfléchit sur l'amour, sur le désir. Et avec l'histoire de Narcisse, il met le doigt sur le fait que, dans l'amour, il y a toujours du même. Le problème est le degré de même. Chez Narcisse, c'est le degré le plus excessif du même et rend l'amour impossible. Donc je pense qu'il montre qu'au cœur de tout amour, il y a ce même qui... Et le cas de Narcisse est un cas extrême. D'autant que si on regarde... Parce que Ovide a été influencé par les mythographes. Ce qu'il a retenu des mythographes en particulier, c'est le fait que quand on raconte une histoire, on se rend compte qu'elle est constituée de séquences qui sont d'un mythe à l'autre. C'est exactement comme dit la position de Lévi-Strauss finalement, qui sont les mêmes, qui sont différentes ou inversées. D'accord. Donc du coup, il construit des cycles narratifs en faisant jouer le fait que chaque récit est constitué de séquences qui peuvent avoir des rapports identiques ou différents. Et donc chaque histoire dans les Métamorphoses a un sens en elle-même, mais aussi dans l'ensemble dans lequel elle se trouve intégrée. Et donc l'histoire de Narcisse est intégrée dans le cycle thébain, donc qui raconte l'histoire donc de la fondation de Thèbes par un homme qui s'appelle Cadmus, donc qui va accomplir une transgression parce qu'il tue un serpent qui gardait une source, donc un serpent sacré. Une voix lui dit de labourer la terre et de mettre les dents du serpent dans la terre, et il en surgit la terre qui est d'ailleurs la terre-mère du serpent probablement, donc on est dans une situation plus ou moins incestueuse, plutôt plus d'ailleurs, et ensuite des hommes armés en sortent, ils se battent, ils se tuent, s'entretuent, sauf 5 qui aident Cadmus à fonder Thèbes. Et ce que raconte Narcisse, c'est les destins malheureux des descendants de Cadmus jusqu'à la disparition de Cadmus. Au milieu de ces destins, il y a celui de Narcisse. Et Narcisse est un intrus, parce qu'il n'est pas un descendant ni de Cadmus, ni des hommes semés. Et donc, une des interprétations qui a été faite par des Américains sur l'insertion de l'histoire de Narcisse dans cet ensemble, c'est que cette histoire est à la place de celle d'Édipe. Donc, d'où le parallèle qu'on pourra établir entre tout à l'heure, Édipe et Narcisse. Parce que la particularité de l'histoire de Narcisse chez Ovide, c'est que à un moment donné, Narcisse se reconnaît. Il reconnaît que celui qu'il croit être un autre est lui-même. Et c'est exactement la même chose dans l'Édipe roi de Sophocle, où Édipe cherche désespérément qui a tué son père, qui a tué Laios en croyant que c'est un autre, et finit par comprendre
que malheureusement c'est lui-même. Cette danse entre le même et l'autre, hein, on va y revenir. On va écouter un extrait tout de suite des Métamorphoses d'Ovide dans la nouvelle traduction du latin par Marie Cosnet. Très belle traduction, très littéraire, vous allez l'entendre. Un mot peut-être pour introduire l'extrait qu'on va entendre, c'est que dans le mythe de Narcisse, qui fait 4 pages, hein, dans les Métamorphoses d'Ovide, certains sont très longs, d'autres plus courts. Hein. Celui-ci est d'une longueur peut-être un peu plus long que ce qu'on en dit souvent, et notamment parce que ce mythe constitue aussi d'un deuxième personnage qui est Écho. Présentez-nous Écho peut-être en quelques mots. Alors, Écho, c'est un personnage qu'Ovide associe à Narcisse et il est le seul. En général, Écho est présenté comme une nymphe dont Pan est amoureux. On a son histoire, par exemple, chez Longus, dans Daphnis et Chloé. Et Ovide est le seul à avoir associé les deux histoires parce que dans les amoureux que Narcisse repousse chez Ovide, comme il le faisait chez les autres, il y a les filles et les garçons. Et, alors que chez Conon, on est dans un système homosexuel. Hein. Oui, alors donc, là, il écrit bien des jeunes hommes, bien des jeunes filles, le désir. Le désir. Et donc, le personnage qui va s'adresser aux dieux, c'est Écho. C'est une femme. Et Écho, il raconte son histoire, et c'est absolument, c'est extrêmement intéressant, parce que en elle-même, elle est un personnage tout à fait particulier, parce que c'est une nymphe désirante, et on n'a pratiquement pas de femmes désirantes dans la littérature, parce que c'est contraire à l'image qu'on a des femmes, qui doivent respecter la chasteté, la pudeur, etc. Or là, non seulement elle est désirante, mais elle brûle de désir. Dès qu'elle le voit, elle est brûlée de désir, elle le suit et elle va guetter la moindre possibilité de rentrer en contact avec lui. Or, cette nymphe, malheureusement pour elle, est privée de la capacité de parler la première, parce que, alors c'est une histoire intéressante, parce qu'elle a perdu ses possibilités élocutoires, parce qu'elle a retenu Junon par de longs discours pendant que ses amis les nymphes faisaient l'amour avec Jupiter. Qui est le mari de Junon. Donc Junon, ivre de rage, la punit en disant « tu ne pourras plus commencer une phrase, tu pourras répéter la fin d'une phrase », d'où l'écho. D'où l'écho, puisqu'elle parlait trop, maintenant elle ne parle plus, ou presque plus. Et donc elle en est réduite à guetter la moindre possibilité de paroles dont elle pourrait se saisir pour pouvoir entamer un dialogue, puisqu'elle ne peut pas le faire spontanément. Ce qui crée une situation des plus cocasses et vraiment absolument formidable entre Narcisse et Écho. Écho ne peut pas parler, mais elle brûle de désir pour Narcisse. Elle ne peut que répéter ce que Narcisse dit. On a déjà le début du narcissisme, où Narcisse se sent désiré par quelqu'un qui répète ses propres mots. Il est temps de plonger dans les Métamorphoses d'Ovide. Allons-y. Narcisse erre par les campagnes isolées. Écho le voit, s'échauffe, suit ses traces en cachette. Plus elle le suit, plus elle chauffe d'un feu plus proche. Comme le bout de la torche enduit de soufre vivace attire les flammes qu'on y porte. Combien de fois elle veut venir à lui avec des paroles tendres et lui faire de douces prières. Sa nature refuse. Elle ne peut pas commencer. Ce qu'elle peut faire, elle s'y prête. Guetter les sons, renvoyer les mots. L'enfant, loin de sa fidèle troupe de compagnons, dit « Qui est là ?»« Là !» répond Écho. Stupéfié, il regarde dans tous les coins. Il appelle « Viens !» Un appel répond à l'appel. Il se retourne, personne ne vient. « Pourquoi, dit-il, me fuis-tu » Ces mots qu'il dit, il les reçoit. Trompé par l'image de la voix qui répond, il dit « Ici, réunissons-nous » Et à rien, jamais, avec plus de plaisir, Écho qui répète n'a répondu « Unissons-nous » Elle est bien d'accord. Elle sort de la forêt, va pour jeter ses bras autour du cou désiré. Il fuit et fuyant « Sors tes mains de là !»« Je mourrai, dit-il, avant d'être à toi. » Elle ne répète plus rien, sauf « Être à toi. »
Narcisse, mon beau Narcisse, nous accompagne cette semaine sur les chemins de la philosophie sur France Culture. Aujourd'hui, le mythe de Narcisse, aux origines du mythe, jusqu'à celui relaté dans les Métamorphoses d'Ovide, en compagnie de Jacqueline Fabre-Séris. Le texte que l'on vient d'entendre, lu par la comédienne Ophélia Kolb, donne le ton, non seulement du verbe d'Ovide, de la traduction par Marie Cosnet, et de cette alliance si subtile entre poésie, littérature et philosophie au sens forme du terme. C'est qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui est dit sur le rapport entre Narcisse et le monde et Narcisse et cette personne incarnée par Écho. Commençons par Écho, recommençons, puisque vous avez déjà dit quelques mots. Cette femme qui brûle de désir pour Narcisse, qui n'est réduite qu'à répéter ce qu'elle entend et qui pourtant désire quand même. C'est-à-dire qu'à la fois, elle est dans la répétition, elle ne peut pas commencer à parler, mais elle initie quelque chose, qui est cette force extrêmement forte et rare du désir chez un personnage féminin, disiez-vous. Oui, tout à fait. Elle rebondit sur les paroles de Narcisse. Et dans un premier temps, comme on l'a vu avec la très belle traduction de Marie Cosnet, elle répète. Donc il demande, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un, viens, etc. Unissons-nous. Et la dernière réplique, elle la transforme. Parce que lui, il dit jamais, et elle en fait un souhait. Elle dit, lui dit, je mourrai avant d'être à toi, et elle dit, être à toi. Donc elle n'abandonne absolument pas. Ce qui est extrêmement intéressant dans cette histoire, c'est que Ovide, non seulement s'est intéressé au personnage d'Écho, mais a fait de cet épisode un préalable et une anticipation de la rencontre de Narcisse avec lui-même dans la source. Parce que, comme on l'a vu dans la traduction de Marie Cosnet, Écho, ça se dit imago vocis. Donc, en fait, quand il est perdu, il prononce ces mots, est-ce qu'il y a quelqu'un quand il est perdu dans la campagne. C'est une situation que Lucrèce, pour parler d'un philosophe romain, associe à l'Écho. Il donne comme exemple à l'Écho, on est perdu dans la campagne, on appelle ses compagnons et les appels nous reviennent renvoyés par les colis. Bon. Même situation ici, et simplement, ce qui va se passer, c'est qu'il va entendre l'écho de sa propre voix. Et stoupette, c'est un mot qui signifie qu'il est interdit, et en fait, il est frappé de désir, et ses appels, enfin, ses réponses à ce premier écho vont devenir de plus en plus ambigus, parce que vient et unissons-nous, coeamus, ça veut dire unissons-nous, mais ça veut dire aussi faisons l'amour. Donc, en réalité, on a un premier moment où Narcisse se trouve face à lui-même, mais sous l'aspect de sa voix, que lui renvoie Écho, et il est pris d'amour. Donc, il dit unissons-nous. Mais quand elle sort, et que comme toute femme désirante, en tout cas c'est une femme désirante qui veut passer à l'action. Elle jette ses bras autour de son cou, et là il la repousse avec violence, parce que c'est un autre, et ce qui l'intéresse lui, c'est lui-même. Oui, mais on pourrait dire que l'altérité est présente dès l'Écho, parce qu'elle reprend les mots de Narcisse, mais dans sa propre voix. C'est la voix d'Écho qui reprend les termes de Narcisse. Oui, mais c'est quand même ces paroles de désir qu'il entend. Enfin, il me semble que l'Écho, c'est à la fois la même chose et autre chose. C'est la voix un peu transformée. Donc, il entend sa voix un peu transformée. Matinée d'autres, on va dire. Donc, vous avez raison, il va y avoir cette espèce de confusion entre sa propre voix, qui lui parvient sous l'aspect de la voix d'un autre, mais qui est quand même sa propre voix, et donc il a ce désir. De la même manière que, face à la source, il ne va pas se reconnaître. Cet autre, c'est lui-même, et c'est pour ça qu'il va être plein de désir, en croyant quand même que c'est un autre. Mais il ne serait pas plein de désir si cet autre n'était pas lui-même. Et je pense que pour l'Écho, pour la voix que lui renvoie Écho, c'est la même chose. C'est cette combinaison entre ses paroles et sa voix qui reviennent déformées par l'Écho, mais qui quand même fondamentalement sa propre voix. Mais ce qu'il refuse au fond, c'est le désir physique. De l'autre. Quand c'est une femme. Il fait partie de ces insensibles dont voilà, vous parliez. Absolument. C'est-à-dire que ces jeunes hommes, jeunes enfants, même Ovide l'appelle enfant, qui plaisent énormément et qui refusent toute forme de séduction et qui refusent absolument tout rapport charnel. Absolument. Et c'est au moment où Écho l'enlace qu'il la repousse.
Ce qui peut-être nous permet d'évoquer une autre hypothèse du rapport de Narcisse à lui-même, qui est que le reflet qu'il voit dans l'eau a l'avantage de ne jamais essayer de le toucher. Oui. Il y a une distance ici qui peut-être pour lui créer le désir. Et d'ailleurs, il n'y a pas de désir sans distance, il n'y a pas de désir sans manque. Alors, je ne serais pas tout à fait d'accord sur un point qui est que, en fait, Narcisse est un homme qui n'a pas connu le désir et sa nature est d'être intouché. Il est vierge en quelque sorte. D'accord. Et ce qui est le fait des insensibles. Les insensibles sont ceux qui se sont refusés à l'amour. Et cette particularité, elle est mise en évidence dans le texte d'Ovide quand il rencontre la source. Parce que quand il rencontre la source est la troisième étape. La troisième étape, parce que Ovide dit de cette source qu'elle est d'une limpidité extraordinaire, que son eau n'a été touchée par personne, ni berger, ni bête domestique, donc un animal d'un troupeau, ni bête sauvage, même pas un rameau d'arbre est tombé sur la source et à peine est-elle effleurée par les rayons du soleil. Et c'est cette source qui d'abord l'attire en tant que reflet de sa propre virginité, elle est intacte comme il est intact. Et donc on a là cette caractéristique d'être insensible. L'insensible est quelqu'un qui se refuse effectivement à être touché. Sauf que quand il va se voir, dans l'extrait qui sera lu ensuite, il va passer du voir au désir de toucher. Donc. Ici, l'enfant, fatigué de la chasse et de la chaleur, s'allonge, conduit par la beauté du lieu et par la source. Il veut apaiser sa soif. Une autre soif grandit. Il boit et, saisi par l'image de la beauté vue, aime un espoir sans corps. Il croit que c'est un corps, c'est de l'eau. Il est stupéfié. Immobile à son visage, il s'accroche comme une statue en marbre de Paros. Il regarde, allongé au sol, l'étoile jumelle. Ses yeux, et dignes de Bacchus et dignes d'Apollon, ses cheveux, et ses joues sans poils, et son cou d'ivoire, et la forme de sa bouche, et la rougeur mêlée à la blancheur de neige. Il admire tout ce qui le rend admirable. Il se désire, le fou. Celui qui aime est aimé. Il désire et il est désiré, et il allume et il brûle à la fois. Combien de fois donne-t-il des baisers vains à la source menteuse ? Au milieu de ses eaux, combien de fois plonge-t-il les bras pour prendre le coup qu'il a vu ? Il n'attrape rien. Que voit-il ? Il ne sait. Mais ce qu'il voit le consume. C'est la même erreur qui abuse et excite ses yeux. Idiot, pourquoi veux-tu prendre ces simulacres fuyants ? Ce que tu cherches n'est nulle part. Ce que tu aimes, tourne-toi, tu le perds. Ce que tu aperçois, l'ombre de ton image, reflétée. Elle ne possède rien en soi, elle est venue avec toi, elle reste avec toi elle s'en ira, si tu peux t'en aller. Quelle description, cette première rencontre de Narcisse avec lui-même. C'est absolument extraordinaire. La traduction est magnifique. Dans le texte latin, Ovide a fait en sorte de répéter les mêmes mots. C'est-à-dire que du coup, il a fait une espèce de... Il a fait un filet d'écho, en fait, qui mime ces échos, ces mots qui se font écho parce qu'ils se répètent, mime en fait l'image, l'image qui se reflète. Il a fait un équivalent du reflet dans les sons. Et c'est aussi quelque chose de... Et au niveau non seulement des mots, mais aussi des sons utilisés, les voyelles, les consonnes, etc. Donc il a vraiment enveloppé... il a créé un texte qui enveloppe en fait Narcisse de sons répétés.
À la manière qu'à la source, d'ailleurs. La même manière que la source, d'ailleurs. D'envelopper l'image et de la refléter. Alors, juste un point sur l'image, peut-être, sur la source. La mère de Narcisse est une source qui a été violée par un... Oui, Narcisse est l'enfant d'un viol. Et le fruit d'un viol et d'une source, d'une nymphe de source qui a été violée par un dieu fleuve. Fleuve peut violer une source. Oui, parce que en fait, il y a une incarnation. Donc, la nymphe de la source, c'est comme une femme, et le dieu du fleuve est comme un homme. Et on a des histoires comme ça. Par exemple, l'histoire de cette malheureuse Aréthuse, qui est une nymphe et qui va se baigner dans un fleuve dont les eaux sont transparentes, en croyant qu'il n'y a personne. Puis, elle va entendre un souffle qui vient du fond des eaux. Donc, elle sort de l'eau et elle va être poursuivie par le fleuve qui va essayer de la violer, évidemment. Donc, on a effectivement on comprend mieux les insensibles qui ne veulent pas le contact physique. On comprend mieux les insensibles. Mais bon, et donc... alors, je ne sais pas si... Je pense que ça a été utilisé par ensuite les psychanalystes, cette possible... On verra ça mercredi, oui, voilà, ça sera le sujet de l'émission. L'identification de la source avec la mère. Mais alors, Ovide nous dit, il veut apaiser sa soif, une autre soif grandit. Ici, le lien est direct entre la soif physique, comme désir, de la soif comme désir. Et la soif métaphorique du désir. Comme s'il y avait une continuité absolue ici entre le corps et l'esprit, alors que tout le texte nous dit que Narcisse veut rejeter son corps. À ce moment-là, c'est vraiment le moment où il ne veut plus le rejeter du tout. C'est-à-dire que là, vous mettez le doigt sur le fait que c'est là où tout change. Jusqu'à présent, il rejetait tout le temps. Et là, au contraire, dans le texte que vous avez lu, c'est clair, il a cet essai de geste qui a eu écho et qui l'a repoussé, d'enlacer, de mettre les bras. Il ne peut pas. Non, c'est là où vraiment tout bascule. Et Ovide prend position, c'est intéressant, en tout cas le narrateur, il dit « idiot », il s'adresse directement à lui. Pourquoi veux-tu prendre ces simulacres fuyants? Ce que tu cherches n'est nulle part, ce que tu aimes, tourne-toi et tu le perds. Ce qu'Ovide écrit ici, c'est déjà un élément d'interprétation. Absolument. Quand il parle de simulacres fuyants, il dit bien que le problème de Narcisse, et ça ce sera une lecture que le philosophe Plotin va proposer, n'est pas tant qu'il s'aime lui-même, qu'il confonde l'image et la réalité. Et même plus encore, nous dit Plotin, que Narcisse préfère l'image à la réalité. Peut-être que son erreur, puisqu'Ovide le qualifie d'idiot, c'est donc bien qu'il se trompe, réside ici, c'est-à-dire il est dans une confusion entre le réel et l'image, et il préfère l'image à la réalité. Oui, sauf que dans l'extrait qu'on a lu, il n'a toujours pas compris que c'était son image. C'est pour ça qu'Ovide le qualifie d'idiot. Voilà. Donc c'est au moment où, quand il comprend que c'est sa propre image, il comprend que c'est un corps qu'il désire, et que ce corps qu'il désire, c'est le sien. Donc effectivement... C'est ça, ce que vous dites, c'est que là, Narcisse ne sait pas encore que c'est une image. Il croit que c'est quelqu'un d'autre. Il croit que c'est quelqu'un d'autre, il croit que c'est un autre. Mais c'est là où Pausanias a raison, ça paraît invraisemblable. Absolument. Mais alors, je pense que ce n'est pas le problème pour Ovide. Oui, la vraisemblance n'est pas trop son problème. Ovide, ce qui l'intéresse, c'est de réfléchir sur le rapport dans le désir entre le même et l'autre. C'est donc quelque chose qui est probablement en relation... avec la conception platonicienne de l'amour, ou du moins une certaine conception platonicienne de l'amour, celle qu'on a dans le Banquet ou dans le Phèdre, puisque quand vous citez Plotin, on est dans une survie, enfin dans une réception du platonisme qui est complètement différente, bien entendu. Donc, je crois que ce que met en évidence l'histoire de Narcisse, c'est le fait qu'il existe du même dans l'autre, le cas de Narcisse étant un cas absolument extrême, parce qu'il n'y a pas d'autre. Alors, précisément, vous avez cité Platon. Pour remonter aux origines du mythe de Narcisse, il faut remonter aux premières conceptions que l'on se fait du désir et de l'amour. Et je vous propose qu'on fasse un détour par le Banquet de Platon et par le récit du mythe d'Aristophane, cette fois-ci, qui propose une lecture du phénomène amoureux ou de l'attirance physique comme étant celle guidée par la fusion et par une union originaire que nous aurions perdue. Écoutez. Quand l'humain eut été coupé en deux, chaque morceau, regrettant sa moitié, tentait de s'unir à nouveau à elle. Passant leurs bras autour l'un de l'autre, ils s'enlaçaient et s'embrassaient, désirant se confondre en un même corps.
Et ils périrent de l'inaction causée par le refus de rien faire l'un sans l'autre. Quand l'une des moitiés mourait, celle qui survivait cherchait une autre moitié. Et elle s'enlaçait à elle, qu'elle rencontra la moitié d'une femme entière ou qu'elle trouva la moitié d'un homme, et ainsi l'espèce s'éteignit. Mais pris de pitié, Zeus transporta les organes sexuels sur le devant du corps. Oui, parce que jusqu'alors, ils s'étaient plantés derrière eux. Aussi, ce n'est pas en s'unissant les uns les autres qu'ils s'engendraient et se reproduisaient, mais à la façon des cigales, en surgissant de la terre. Bon. Ce faisant, Zeus rendit possible un engendrement, l'organe mâle pouvant pénétrer dans l'organe femelle. Si, dans l'accouplement, un homme rencontrait une femme, il y aurait génération et l'espèce se perpétuerait. En revanche, si un homme tombait sur un homme, les deux êtres trouveraient la satiété dans leur rapport, se calmeraient et se préoccuperaient d'autre chose dans l'existence. Lecture du Banquet de Platon par Étienne Vallès sur France Culture, Les chemins de la philosophie. Pour remonter aux sources du mythe, Jacqueline Fabre-Séris, Zeus aurait puni les hommes en les séparant en deux. Ces hommes et femmes, puisqu'on l'a entendu dans l'extrait, le sexe vient après, passeraient leur vie à essayer de rechercher leur moitié. Au début, la scission est faite de telle façon qu'ils ne peuvent jamais s'accoupler. Et donc Zeus, quand même, qui revient sur sa punition, sur sa sévérité, déplace les organes génitaux de manière à ce qu'accouplement il puisse y avoir et donc perpétuation de l'espèce. Et oui. Pas forcément. Et voilà. Et l'extrait précisait bien que c'est aussi la naissance d'amour dit homosexuel, masculin et féminin. Et donc la perpétuation de l'espèce ne se faisait que dans un certain cas. Cette dimension homosexuelle du désir physique et de l'amour n'est pas du tout étrangère au mythe de Narcisse. Absolument pas. Ce qui est intéressant dans l'histoire d'Aristophane, c'est qu'il explique, il met sur le même plan l'amour hétérosexuel, l'amour homosexuel féminin et l'amour homosexuel masculin. Donc, que le but, c'est de satisfaire le désir. Et que satisfaire le désir, c'est retrouver la moitié perdue, dans tous les cas de figure. Et donc, c'est en cela qu'il peut y avoir un point commun entre cette histoire racontée par Aristophane, un poète comique, et l'histoire de Narcisse. Et on trouve aussi dans le Phèdre une réflexion sur le rapport entre l'amant et le bien-aimé, donc relation homosexuelle masculine, où l'amant désire le bien-aimé et le désir lui revient, dit Platon, comme un souffle ou comme un écho. Et ensuite, le bien-aimé se voit dans l'œil de son amant comme dans un miroir. Donc il y a utilisé par Platon dans le Phèdre ces métaphores de l'écho et de l'image reflétée à propos de la circulation du désir dans un cadre d'amour homosexuel qui accomplit au moins au niveau du désir, si ce n'est physiquement. Oui, mais ce que dit le mythe d'Aristophane de brillant et de novateur, et que peut-être on a trop tendance à oublier, c'est que le désir homosexuel n'est pas plus un refus de l'altérité que le désir hétérosexuel. Absolument. Que dans les trois cas, amour homosexuel masculin, féminin ou amour hétérosexuel, c'est le désir du même et pas de l'autre. Dans les trois cas, c'est le désir du même et pas de l'autre. Et avec cette idée, donc, alors, il me semble que dans le cas que Ovide a été assez intéressé, marqué, etc., par cette idée. Et du coup, il y a toute une réflexion, alors dans les Métamorphoses, qui dépasse le cas de Narcisse, où par exemple, prend le cas de l'inceste. Il y a beaucoup il y a trois histoires d'incestueuses, donc de femmes désirant, deux cas d'incestueuses, pardon, parce qu'il y a un cas d'homosexualité féminine. Une femme qui désire son père, une femme qui désire son frère, et il s'interroge sur que penser de ce désir. Est-ce qu'il est interdit par la nature? Est-ce qu'il est coupable? En quoi consiste-t-il exactement? Et ce qu'il met en évidence, c'est le fait qu'elles se rendent toutes compte qu'il y a trop du même dans leur désir. Elles sont trop proches. La parenté fait qu'il y a une proximité qui rend impossible l'union sexuelle, sauf si l'autre accepte
Mais évidemment, comme il y a un problème sur le plan moral. Voilà. Donc, finalement, le désir du même est vraiment au cœur de toutes les relations hétérosexuelles. Même dans les autres cas de figure, où généralement, quand un couple trouve l'amour, c'est qu'il y a du même quelque part. Ils ont le même âge, ils sont beaux tous les deux. Voilà. Donc, il y a cette idée qu'il doit y avoir du même, de toute façon. Et pourtant, Narcisse en meurt. Parce qu'il y a trop de même. Quelle différence. Voilà. Alors, c'est une question de degré. Vraiment, il y a du trop... même, oui, mais pas trop, jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, parce que là, le problème est qu'il dit à un moment donné, quand il dit... le passage que vous aviez cité, c'est un passage difficile à traduire, et Marie Cosnet a très bien traduit en disant être à toi ou pas être à toi. C'est le mot copia qui est utilisé, et à un moment donné, il dit ma copia me rend inopem, c'est-à-dire, ou igantem, je ne me rappelle plus, c'est-à-dire finalement je suis dans le manque parce que j'ai tout en moi. Donc, si l'amour est pauvre et malheureux, et c'est celui qui recherche l'accomplissement du désir, comme le dit Platon, lui, il est à la fois trop riche et totalement en manque, parce qu'il ne peut accomplir l'amour. Parce que la définition du désir, selon Platon, hein, oui, c'est toujours absolument. La rencontre entre le trop-plein et le manque. Et le manque. Et donc là, il dit, ma copia, c'est-à-dire le fait que trop-plein, me met dans le manque total. Donc, contrairement aux interprétations qui seront faites ensuite de Plotin ou de Marcille-Ficin, on est dans une perspective quand même assez physique de l'amour. Et d'ailleurs, c'est ainsi que le texte, ce passage sur Narcisse, cette métamorphose s'achève. C'est effectivement le physique lui-même qui revient. Narcisse souhaite se séparer de son corps. Et en réalité, chez Ovide, en tout cas, il ne meurt pas en plongeant, en voulant s'embrasser. Au contraire, il est dit, il se plaint, il retire par le haut son habit, frappe sa poitrine nue de ses mains de marbre. La poitrine frappée devient rouge-rose, on dirait une pomme, blanche d'un côté, rouge de l'autre, ou du raisin aux grappes changeantes, qui devient pourpre quand il mûrit. La description continue. Et finalement, il laisse tomber sa tête fatiguée dans l'herbe verte. La mort ferme les yeux qui admiraient la beauté de leur maître. Et c'est fini. C'est en réalité, c'est pas tout à fait fini, parce qu'il a la chance. C'est vrai. Il a la chance au moment où il se dit métamorphose adieu. aussi. Non. Quand il dit adieu, il a la chance qu'il y ait écho, qui répète adieu, et qui donc prête sa voix, qui devient quasiment celle de l'autre, de lui-même l'autre, qui lui répond. C'est-à-dire, l'écho, c'est à la fois, comme on l'a vu, le même et pas tout à fait le même. Et donc, il peut avoir l'illusion que c'est son double qui lui dit adieu par la voix d'écho. Donc c'est pour ça, entre autres, que le personnage d'écho est souvent représenté dans les peintures sur la mort de Narcisse. Elle est là, parce que c'est elle qui va dire cette dernière parole. Alors les peintures de la mort de Narcisse, on y reviendra jeudi prochain, mais c'est très intéressant parce que la peinture est comme une mise en abîme du problème de Narcisse. C'est qu'un tableau peut être si beau qu'on voudrait nous-mêmes embrasser Narcisse voulant s'embrasser dans la source. Oui, tout à fait. Alors, il y a ce rhéteur extraordinaire qui s'appelle Philostrate, qui, au IIe siècle après Jésus-Christ, écrit la Galerie des tableaux. Enfin, bon, je passe sur savoir qui a écrit. Il y a deux livres, alors je vais pas partir sur qui l'a écrit. Bon, bref. Dans le livre 1, en tout cas, il y a une description de Narcisse. Alors, la Galerie des tableaux, c'est extraordinaire parce que ce rhéteur raconte qu'il est allé à Naples chez un ami qui a une galerie de tableaux et que, à la demande du fils de cet ami, il va commenter les tableaux et les expliquer. Et en réalité, ce sont des tableaux imaginaires qui sont la quintessence de ce que peut faire la peinture en réunissant tous les éléments mythiques antérieurs, avec une façon de rivaliser entre le peintre et le poète et le rhéteur. Puisque c'est lui qui raconte, qui décrit le tableau. Chez Philostrate. Donc alors, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. Je voudrais vous interroger, puisque vous l'avez dit à de nombreuses reprises, sur la puissance du désir féminin chez Ovide notamment, et sur Écho, qui est une des rares personnages
féminin qui désire autant. Et vous, j'ai dit au début de l'émission que vous êtes aussi spécialiste de gender studies, comme on dit en mauvais français. Est-ce que Ovide est l'un des précurseurs de ce qu'on appellerait aujourd'hui le gender studies? On trouve des pages sur la sexualité féminine, Junon qui punit Tirésias pour avoir révélé la puissance, la supériorité de la jouissance féminine. Ah, tout à fait. Ovide est quelqu'un qui... très vite, dès le deuxième recueil, s'est mis à la place des femmes. Il a écrit un recueil, Les Héroïdes, en feignant, en prêtant son stylet à des filles qui écrivent à leurs amants ou maris qui sont partis. Et il a passé son temps à se mettre à la place des femmes pour parler de l'amour et du désir. Et au livre 3 de l'art d'aimer, le livre 3 de l'art d'aimer est un livre de stratégie de conquête à l'usage des femmes. Et je pense qu'il n'y a pas d'auteur dans l'Antiquité, et sans doute pas beaucoup après, qui soit aussi en sympathie avec les femmes, en essayant et aussi fasciné. C'est évidemment les deux, parce que essayer de comprendre les femmes, d'analyser leur désir, c'est aussi leur dire comment l'analyser, ce désir. Et donc il y a une façon de se mettre à leur place. En tout cas, on est dans une empathie et dans un désir de comprendre et de réfléchir à l'amour d'un point de vue féminin. Et il est probable qu'il avait un public féminin. C'est-à-dire qu'il était proche de Julie, la fille de l'empereur, Auguste, qui a été exilé un peu avant lui. Et il y a des chances il est à peu près impossible que ces textes n'aient pas été adressés en partie à un public féminin. Même s'il passe son temps à dire que les matronae ne doivent pas le lire, parce que moralement ça pose un problème. On ne voit pas qui d'autre aurait pu le lire. Et donc, mais ça, c'est évidemment toute notre histoire. Mais alors, jusqu'à quel point y a-t-il une spécificité du désir féminin par rapport au désir masculin? Est-ce que Narcisse pourrait être une femme, par exemple? En tout cas, il n'y a pas de spécificité au niveau d'Écho. C'est-à-dire qu'Écho, elle éprouve un désir qui est immédiat, qui est constant, qui est acharné, et elle souhaite passer à l'acte. Donc un désir qu'on qualifierait de masculin, c'est ça? Justement, c'est un point tout à fait intéressant, parce que les hommes n'imaginent pas que les femmes ont un désir comme eux, qui est identique à eux. Et c'est quelque chose qu'Ovide met en évidence dans cette histoire d'Écho, et dans l'histoire de Salmakis aussi, qui est cette nymphe qui rencontre un jeune homme, hermaphrodite, 15 ans, et qui, elle, va se jeter sur lui alors qu'il se baigne dans sa source à elle, et lui imposer une union sexuelle. Et elle va adresser un vœu aux dieux, et ils vont réunir les deux corps. Dans l'horreur, pour Narcisse, pour Hermaphrodite, parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas de cet autre. Donc c'est pour dire qu'il y a effectivement une réflexion sur le désir féminin. Mais celui-ci est-il équivalent au désir masculin, ou y a-t-il une spécificité? C'est ça la question. Est-ce que Narcisse pourrait être une femme? Est-ce que Narcisse pourrait être une femme? Il y a beaucoup de jeunes filles dans les Métamorphoses qui se refusent à l'amour. Et qui se refusent à l'amour parce qu'elles préfèrent rester telles qu'elles sont. C'est-à-dire que leur être reste intact. Et on a beaucoup d'histoires de jeunes filles qui chassent. Voilà, qui chassent comme Diane, la déesse de la virginité. Et effectivement, elles refusent l'autre. Elles sont dans une activité mimétique de leur identité qui est d'être des jeunes filles et donc de n'avoir été touchées par personne. Donc oui, effectivement, on a la même chose chez les femmes. Chez Ovide, on a énormément d'histoires de jeunes filles vues, désirées, poursuivies et qui essaient d'échapper à leurs poursuivants avec plus ou moins de succès. Plutôt moins. Oui, c'est ça. Mais l'effort même qui consiste à essayer de cerner, de saisir le désir féminin en montrant qu'il peut être l'équivalent du désir masculin, quelque chose de très troublant aujourd'hui. Parce que d'un côté, c'est une forme d'essentialisation. Et je pense à ce moment où Junon punit Tirésias, qui lui-même a vécu dans le corps d'une femme pendant 7 ans pour avoir révélé le secret de la supériorité de la jouissance féminine, où il semble là être clairement dit qu'il y a une jouissance féminine et qu'elle est supérieure, aux hommes, au désir masculin. Et en même temps, cette équivalence qui est tirée du mythe d'Aristophane, qui dit que non, en fait, que ce soit homme-homme, homme-femme ou femme-femme, en fait, c'est le désir est le même. Le désir a la même origine, en tout cas. Oui. Je pense que c'est une question de posture. Ovide, dans ses histoires, en tant qu'homme et dans le cycle thébain, est en train de s'interroger sur le désir de l'autre, qui est la femme,
qu'il ne connaît pas, qu'il ne peut qu'imaginer, qu'il ne peut que supposer. Et donc, c'est cette fascination, peut-être, qui le conduit à imaginer que ce désir est supérieur. Enfin, comment peut-on savoir si on n'est pas Tirésias? Peut-être si on est Brigitte Fontaine, on le sait. Dévaste-moi.